Bonsoir, merci d'être venus, d'être, nombreux, pour ce meet-up. Donc du coup, on va parler de décoder ou coder, l'écosystème Cypress. Donc cette partie est un épisode 2 en fait de plusieurs, plusieurs meet-up. Ça suit c'est l'épisode 2. Donc j'ai l'épisode 1 qui est plutôt consacré à la découverte de Cypress, voir comment ça fonctionne, etc. Celui-ci donc est plutôt consacré au développement et à l'automatisation. Donc je vais vous présenter un petit peu certains sujets en tout cas, sur lesquels j'ai mis plutôt l'accent. J'ai une troisième partie qui elle va concerner plutôt les tests, les testeurs. Alors elle est en cours de construction, mais il y aura trois épisodes. Pour vous parler un petit peu de celle-ci, donc on va axer sur effectivement le développement et l'automatisation, certains sujets, parce que je peux pas tout vous montrer effectivement, le sujet est assez vaste. Donc voilà, je vous propose de regarder et d'analyser un petit peu plus ces points-là. Donc ce sont quelques points parmi tant d'autres. Euh, quelques retours d'expérience pour certains points, d'autres un peu plus axés développement, effectivement, sur des choses peut-être qu'on connaît un peu moins. Et puis une partie de l'automatisation aussi. Je vous montrerai effectivement à la fin une démonstration de toutes ces choses-là, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je vais me présenter un petit peu plus en détail. Donc, j'ai deux métiers entre guillemets. Je suis à la fois testeur et automaticien. Alors, selon les moments, je suis plutôt testeur ou plutôt automaticien. Parfois à 100%, parfois à 80%, 50%. Tout dépend un petit peu des projets et des besoins. Donc, je navigue un peu entre deux eaux. Donc ça fait 20 ans environ que je suis dans le domaine du test, et donc j'ai basculé de temps en temps vers l'automatisation. J'ai plutôt une grande expérience côté grande distribution, avec environ 16 ans, 18 ans de grande distribution, par exemple. Et depuis quelques années là, c'est plutôt le domaine bancaire, assurance. Voilà pour cette présentation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous rappeler un petit peu Cypress, quoi ça ressemble, ce que c'est, à travers ces différents écrans. Donc, vous avez sur la partie haute, en haut à gauche, donc l'écran de Cypress qui vous permet de choisir vos tests, de les exécuter, de choisir votre navigateur. Ensuite, sur la partie en haut à droite, vous avez la partie qui est plutôt orientée vers le test lui-même, avec la timeline, l'historique du test. Et puis vous voyez votre écran juste à droite par où Cypress se passe. En bas à droite, vous avez la partie Cypress Studio qui est fournie avec la solution Cypress, qui n'est pas activée par défaut, mais que l'on peut activer, qui permet d'écrire des cas de test. Et puis en bas à droite, vous avez le dashboard Cypress qui, lui, vous permet de voir tous vos cas de test qui sont en passé, qui sont en échec, etc., avec le détail. Voilà un petit peu ce qu'est Cypress dans son ensemble. Alors il y a un élément qui n'est pas là que je vais vous présenter juste après, dans un point juste après. Voilà. Donc on va commencer par un petit peu rentrer dans le vif du sujet, attaquer un peu le dur, parler des page objects et des app actions. Alors deux choses différentes, je dirais, pour un public un petit peu différent, deux façons de coder. Voilà, je vais vous en parler juste là. Donc vous avez un exemple ici avec du page object sur la gauche, donc un langage qui est plutôt, on va dire, orienté, on va dire, et guidé pour certains utilisateurs, en tout cas, je pense aux testeurs notamment. Une partie aussi qui est plutôt
compréhensible par les testeurs ou par l'ensemble des personnes qui vont intervenir sur les projets. Je vous montrerai le code, quelques exemples de code juste après et puis dans la démonstration. Alors au fil du temps, par expérience, ici, avec ces deux types de façon de coder, les tests ont tendance à aller un peu, à être un peu instables par moment. Donc du coup, il y a quelques fonctions Cypress qui permettent de mettre des timeouts et au fil du temps, on commence à en mettre un petit peu partout parce que ça, voilà, c'est un petit peu, ça devient un petit peu instable. C'est les tests aussi, l'écriture devient un petit peu plus longue. Donc du coup, bon, c'est une façon de coder qui est différente de l'AppAction, qui est peut-être, c'est vrai, moins compréhensible par des personnes qui sont pas techniques. Globalement, effectivement, on a un peu moins de code par rapport au PageObject. Et voilà, on peut avoir des choses un petit peu différentes par rapport à ça. Alors là, on est plutôt dans la partie JavaScript, hein. C'est pas du Cucumber par exemple, qui est une autre façon aussi de lancer ces tests. Donc je vais l'évoquer aussi à la fin. Alors concrètement, si je vous donne quelques exemples, donc à gauche le PageObject et à droite plutôt les AppAction. Voilà ce que ça pourrait donner par exemple pour quelqu'un qui voudrait écrire son test. Donc je vous le montrerai effectivement dans une démonstration plutôt à la fin. Mais voilà, donc voilà, sur la partie de gauche, bon, on peut plutôt facilement comprendre ce que ça peut faire. Partie de droite, un petit peu moins, un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et surtout, il faut connaître les fonctions qui sont déjà implémentées. Voilà. Ensuite, par exemple, sur le code en lui-même, sur les classes, les PageObjects à gauche toujours, on voit que les lignes, bon, il y a un peu plus de code, effectivement. Alors, c'est pas forcément très optimisé, mais c'est qu'un exemple. Voilà ce que ça peut faire. Donc, sur des mauvais login mot de passe, par exemple, la première fonction qui est en haut à gauche, voilà ce que ça peut faire. On renseigne un mauvais login, un mauvais mot de passe, etc. Sur les fonctions de login, sur les fonctions de saisie d'utilisateur, sur saisie de password, par exemple. Alors qu'à droite, on peut tout à fait gérer l'ensemble dans une même fonction, par exemple. Et donc, on peut avoir un petit peu moins de lignes de code, effectivement, sur le sujet. Voilà, c'est plus un retour d'expérience ici sur l'utilisation de ces deux choses-là. Voilà pour ce sujet-là. Alors, je vous montrerai tout à l'heure, hein, effectivement, comme je vous disais dans la démo, un peu plus en détail, comment c'est organisé. Alors, peut-être qu'on sait moins sur Cypress, c'est qu'on peut faire aussi du test de composants. On peut faire du test de composants, on peut même éventuellement descendre même jusqu'au test unitaire. Alors, c'est une fonction aujourd'hui qui est plutôt en alpha testing. Elle n'est pas encore tout à fait peut-être définitive, cette fonction-là. Donc, du coup, bon, il y a peut-être des chances que ça change un tout petit peu au niveau de l'interface, etc. Et alors, ce qui peut être intéressant dans cette fonction-là de test de composants, c'est qu'on peut combiner du Cypress avec d'autres frameworks, tels que le Vue.js, du React, de l'Angular, et d'autres frameworks, du Vite.Vue et du Next et du Nuxt, voilà. Il y a des solutions qui existent et ça peut être intéressant pour des développeurs qui créent des applications, des composants, voilà, pour des applications web, par exemple. On peut ajouter à tout cela un framework qui s'appelle Ionic Framework et qui permet de créer des applications mobiles à partir de frameworks tels que Vue.js, du React, par exemple. C'est quelque chose que je vous montrerai aussi un petit peu plus tard. Donc par défaut, comme je vous disais, cette fonction-là n'est pas activée. Alors il faut renseigner quelques éléments dans un fichier qui s'appelle cypress.json pour activer cette fonctionnalité de test de composants. L'exécution ou le run de ces tests de composants est un tout petit peu différente de l'exécution de Cypress, par exemple, puisque là, on a un open-ct ou un run-ct, par exemple. Voilà.
Et donc, du coup, derrière, ça lance un navigateur directement, en tout cas pour l'instant, en version alpha. Et donc, on a notre liste de tests de composants sur la partie gauche. La partie du milieu, donc c'est toujours la fameuse timeline avec les tests qui sont passés ou failed. Et sur la partie de droite, on a un composant qui a été créé en Vue.js ou en React ou autre langage comme l'Angular par exemple. Voilà pour cette partie-là. Donc ça, je vous le montrerai aussi tout à l'heure avec une démo d'un composant et d'une application Vue.js. Pour aller sur un autre sujet et pour aller vers plus d'automatisation, donc je vais juste évoquer en quelques mots la CI/CD qui va me faire déboucher sur deux autres sujets. Alors du coup, avec Cypress, par défaut, on peut l'intégrer avec différentes CI/CD, alors des connues, hein, effectivement. Là, j'ai mis celles qui sont possibles avec Cypress. Et il y a peut-être d'autres choses aussi que l'on peut faire avec Cypress et que l'on n'imagine peut-être pas forcément. C'est qu'on peut aussi combiner Cypress avec du Squash. Alors, quand je dis combiner du Cypress avec du Squash, là, aujourd'hui, dans ce que je vais vous montrer aussi dans la démonstration, c'est que le Squash dont je parle ici, c'est la dernière version de Squash. Donc là, aujourd'hui, la 3.0.2 qui est publiée. Et donc, Squash intègre aujourd'hui des fonctionnalités qui permettent de choisir le framework de test. Ça, je vais vous montrer également. Donc du coup, ça ouvre d'autres possibilités, dont je vais vous parler juste après, qui permettent de lancer des tests à partir de Squash pour le framework Cypress, par exemple. Voilà, il y en a d'autres, je vais vous les citer aussi. Voilà donc un peu la panoplie offerte par le CI/CD. Alors tout ceci, effectivement, on peut faire aussi avec différentes CI/CD la parallélisation des tests. Donc là aussi, un autre sujet Cypress, et vous allez voir que là, je vais vous donner quelques astuces par rapport à ça. Alors, donc, par défaut également, la parallélisation de tests Cypress est fournie par défaut. Donc, quand vous allez sur leur site de Cypress, quand vous cherchez la parallélisation des tests, vous tomberez forcément sur cette copie d'écran où on vous explique tout simplement qu'effectivement, une machine, vous allez mettre plus de temps que si vous avez plusieurs machines. Voilà. Au global, vous avez le même temps, mais effectivement, ça mettra moins longtemps à réaliser l'ensemble de vos tests. Alors, tout ceci, donc, c'est fourni avec Cypress, comme je le disais. Vous avez des différentes formules ou d'abonnement qui sont possibles. Alors, vous avez la gratuite de base, hein, qui vous permet de réaliser des tests en parallèle avec Cypress. Et donc, tous vos tests sont envoyés vers le dashboard Cypress. Donc, c'est en cloud. Alors, ça peut être l'inconvénient de cette solution-là, pour peut-être des données sensibles. Donc, la partie gratuite, elle est limitée à 504 tests par mois. Alors, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais au final, c'est pas tant que ça. Quand vous lancez vos tests régulièrement tous les jours, vous arrivez vite aux 500. Voilà, donc ça fait du load balancing automatique en fonction de l'exécution de vos tests. Au fur et à mesure que vos tests vont être exécutés, Cypress mémorise les temps de chacun des tests et fait du load balancing tout seul. Voilà, avec cette solution-là. On peut grouper les tests aussi. Voilà. Donc ça fait partie d'une des solutions, mais il y en a d'autres. Alors, les alternatives. Donc vous avez une solution qui s'appelle Sorry Cypress, qui fait la même chose quasiment. Vous avez une partie gratuite et limitée. Vous avez une partie pro, effectivement. Vous avez un dashboard qui vous permet de voir vos tests. Donc les tests sont illimités, ça supporte différentes plateformes, voilà, comme c'était indiqué ici, Azure, AWS, etc. Ce qui peut être inconvénient, par contre, c'est que ça nécessite 6 conteneurs Docker, puisqu'il y a différents Docker qui sont nécessaires, une fois pour le dashboard, un pour les mémoriser les datas, etc., etc. Donc ça peut être l'inconvénient. Ça fonctionne bien.
voilà. D'autres solutions également existent pour la parallélisation des tests. On n'est pas obligé de passer par un dashboard Cypress ou ce type de dashboard-là. Vous pouvez très bien faire de la parallélisation dans Jenkins, par exemple, ou dans GitLab CI. Voilà. D'autres solutions que j'ai mis en bas de l'écran, donc effectivement Jenkins, Azure, il y a aussi une solution qui s'appelle Orchestrator ou Cypress Parallel. Voilà pour ces solutions-là. Ce qui me permet de déboucher sur d'autres choses. Donc, l'automatisation avec Squash. Voilà, on arrive un peu dans le CI/CD. Alors, ici, donc, je vais vous présenter la nouvelle version de Squash et ce que ça permet de faire. Alors, avec la nouvelle version, ce qui diffère, c'est que effectivement, alors déjà, le design de Squash a été complètement revu. Il est complètement différent par rapport à celui d'avant, de la version 1X. Voilà. L'équipe de NX a développé d'autres éléments, peut-être que vous connaissez, qui s'appelaient SquashTA ou SquashTF. Donc cette partie-là n'existe plus avec la nouvelle version de Squash. Aujourd'hui, on va parler de Orchestrator. Et Orchestrator, c'est Squash Automn et Squash DevOps. Et donc à partir de ces deux outils-là, on va pouvoir appeler directement un framework de test type Cypress, type Robot Framework, type UFT, type Ranorex, et j'en passe. Il y en a quelques autres aussi. On peut faire même du Postman, du SOAP/UI, à partir de Squash. Voilà, donc ça je vais vous le montrer également. La partie DevOps, elle peut être connectée avec un outil comme Jenkins ou comme GitLab CI, par exemple. Alors, à mon sens, à mon avis, cette partie-là sera peut-être moins utilisée que le Squash Automn, puisque Jenkins, en fait, peut déjà lancer de lui-même, ou GitLab peut lancer de lui-même des tests Cypress sans forcément passer par Squash DevOps et Squash TM. Donc, à mon sens, il n'y a pas trop d'intérêt. D'autant que, par exemple, si vous utilisez Jenkins, il va falloir vous récupérer dans SquashTM un ID de votre plan de test, créer un fichier JSON qui va interroger votre Squash Orchestrator. Voilà, et donc tout ceci, vous pouvez le dockeriser. De toute façon, Orchestrator est en Docker, donc vous n'aurez pas forcément le choix, aujourd'hui en tout cas. Voilà. Alors, vous avez ici quelques aperçus de la nouvelle version de Squash TM. Donc, vous avez en haut la partie plan de test, donc, dans lequel vous allez pouvoir choisir votre framework de test, votre technologie de test. Donc ici, Cypress, par exemple. Vous allez voir aussi le chemin du Git, dans lequel vous allez chercher vos infos, chercher votre projet. Et puis ensuite, le test lui-même. Voilà, donc vous faites ça pour chacun de vos tests qui sont dans SquashTM. La partie du milieu, c'est plutôt les campagnes de test. Donc là, vous voyez, j'ai deux tests qui sont en mode automatisé. Juste dans le milieu de l'écran, il y a une petite icône robot voilà, dans la colonne mode. Et donc ces deux tests-là ont été lancés en automatique avec le framework Cypress. La partie du bas, c'est le résultat de test. Donc les tests remontent en XML et peuvent remonter jusqu'à Azure si vous êtes connecté avec Azure. Voilà, donc elles peuvent être interprétées comme ça. Donc ça, c'est la partie Squash Automn. La partie Squash DevOps donc, fonctionne un petit peu différemment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans Jenkins, il faut aller effectivement renseigner un fichier dans les flux avec votre version, votre fichier JSON et votre plan de test et donner l'URL de Squash. Voilà, donc peut-être effectivement un peu plus de travail, pas forcément très pratique, à mon sens. Voilà. C'est une des possibilités, en tout cas. Voilà. Alors, donc j'ai fini avec ces petits points que je voulais vous présenter.
Maintenant, je vais vous présenter plusieurs démonstrations euh, euh, simples et un peu plus complexes. Alors, je vais essayer de faire toute la chaîne là, qui est indiquée ici, avec plusieurs projets. Alors, je ne peux pas faire forcément toute la chaîne avec un seul, puisque ça va nécessiter un peu plus de ressources et je ne suis pas forcément optimisé sur mon PC. Il faut télécharger des packages, etc. avec mes projets, donc ça risque de prendre un peu plus de temps. Donc, je vais le faire avec plusieurs projets. Je vais vous présenter d'autres choses également à travers un projet, notamment du mock et du stub avec Cypress. Je vais vous présenter un petit peu de Cucumber, voir comment c'est implémenté, pour que vous voyez un petit peu la démarche. Et puis je vais vous présenter différentes choses. Voilà. Avec cet ensemble-là, vous verrez que avec mon téléphone, je vous montrerai l'application créée en Vue.js avec le framework Ionic. Et vous verrez que c'est une vraie application mobile qui est créée avec ce framework Ionic. Voilà, puisque je vais la lancer. Et puis, à partir de mon projet, ça va ouvrir Xcode. Et puis de là, je vous montrerai l'application sur mon téléphone. Alors, voilà, donc je vais commencer par démarrer quelques petits projets. Déjà, je vais commencer par ça, voilà. Alors, donc, voilà un peu les différents projets que je vais vous présenter. Donc le premier va s'appeler Burger Store. Donc ça va peut-être vous donner envie de manger d'ailleurs. Alors, on va voir. Je vais vous présenter l'application, je vais vous présenter ce que je vais faire. Et puis voilà, on va enchaîner. Alors, je vais démarrer l'ensemble. Déjà, le back-end, etc. On va attendre que ça démarre. Je vais vous présenter l'application. Je vais vous montrer des choses. Voilà. Donc dans celle-ci, je vais vous montrer les PageObjects, AppAction, un peu de Cucumber, Gherkin, du mock et du stub. Vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors en local, ça va pas forcément être très probant pour le stub. Donc du coup, bon, ça, voilà. Mais je vais vous expliquer quand même. Alors, yep, on va fermer ça, on va fermer ça. Alors, 80, 81. Voilà. Alors, ça, c'est l'application Burger Store. Donc, vous avez une application très simple qui vous permet de créer votre burger avec quelques informations à renseigner. Voilà. Vous avez une page de commandes avec la liste des commandes qui ont été passées. Donc là, vous n'en avez pas beaucoup. Voilà, il y a 4 commandes avec différents types de burgers qui ont été commandés. Alors, je vais vous présenter tout ceci. Je vais lancer en même temps Cypress. Du coup, dans ce projet-là, vous avez un répertoire qui s'appelle Cypress. Quand vous faites l'installation, alors vous ne le verrez pas tout de suite, le répertoire Cypress, une fois que vous avez fait votre install, il faudra l'ouvrir, comme un NPX ou un Cypress Open, tout dépend comment vous avez fait l'installation, si vous l'avez fait en global ou pas. Donc votre dossier va apparaître à ce moment-là. Et dedans, vous avez des sous-dossiers par défaut. Alors moi, j'en ai un petit peu plus que le classique, puisque j'ai fait quelques configurations supplémentaires. Voilà, donc vous avez forcément des dossiers d'intégration. Alors j'en ai plusieurs, des sous-dossiers. Voilà, j'ai du local et de l'Internet, etc., etc. Donc j'ai quelques cas de test ici, à ce niveau-là. Alors pour vous présenter un petit peu la différence entre différents cas de test, je vais prendre le premier, par exemple, ici. Cas de test, on va dire, global, complet, avec toutes les fonctions, etc., etc. Donc, un truc assez simple. Donc, créer un burger, voilà, vous avez des fonctions Cypress, le CI point, etc., qui vous permet de récupérer des éléments de votre page web. Voilà, donc là, c'est pas du tout factorisé.
C'est un peu long à mettre en place, évidemment. Si vous avez beaucoup de tests à faire, ça peut être long au bout d'un moment. Donc pas très, voilà, pas très pratique à utiliser au quotidien, ce genre de choses. Vous avez une partie PageObject, voilà, qui est un peu plus concise, qui permet de voir ce que l'on fait, etc., etc. Donc là, j'ai des pages que j'inclus, etc. Voilà, et donc ici, par exemple, quand je vais créer mon burger, je vais aller sur la page de mon burger, donc je dois avoir un titre qui doit s'appeler « Créer votre burger ». Je dois donc après créer mon burger avec le nom du client qui s'appelle customer ici, qui s'appelle Nicolas, voilà. Et puis je vais lui attribuer après d'autres choses. Le choix du pain, le choix de la viande, le choix des options, etc., etc. Alors quand je vous disais que effectivement l'écriture du test est un petit peu plus guidée, je vais vous le montrer tout simplement. Alors créer burger. Ah, alors il veut pas. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est du PageObject. Quand vous connaissez la fonction de base, vous avez effectivement une suggestion automatique. Et donc c'est ce que j'appelle un petit peu de l'écriture guidée. Voilà. Donc quelqu'un qui voudrait écrire son test pourrait l'écrire de cette façon-là, à condition effectivement que les fonctions soient implémentées dans l'application. Voilà, donc on peut faire des choses comme ça. C'est assez compréhensible, peut-être un peu fastidieux parfois, ou pas très utile pour les testeurs en tout cas. Voilà. Là, je pense effectivement aux testeurs. Voilà, là, c'est plutôt ma casquette de testeur qui revient, donc voilà, je pense à eux. Peut-être pas forcément pratique pour eux d'écrire dans cette façon-là s'ils ne connaissent pas le technique. Voilà. La même chose, après, en AppAction. Voilà. Donc ici, on a le même test, exactement le même test, mais écrit d'une façon différente avec une fonction globale, et on lui passe des paramètres. Donc peut-être qu'effectivement, c'est moins compréhensible pour quelqu'un qui voudrait écrire du test. Voilà un peu les différences. Donc c'est ce que je voulais un petit peu vous montrer et appuyer plus sur ce sujet-là. Encore une fois, tout dépend du public que vous avez derrière. Si les personnes sont assez à l'aise pour écrire du test en PageObject, pourquoi pas. S'ils ne sont pas à l'aise du tout, dans aucune des deux méthodes, il y a d'autres solutions. Et la solution qui existe, c'est du Cucumber. Alors, je vais ne pas enregistrer celui-ci, et le Cucumber, donc du coup, on peut, par exemple, voilà, une fonction qui va aussi créer un burger, voilà, en langage compréhensible par tous. Donc là, on peut commencer en tout cas à faire de la méthode BDD, avec du Cucumber Gherkin. Et là, c'est compréhensible par tous, c'est faisable par des testeurs, il n'y a pas de problème. Dans l'équipe dans laquelle je suis, il y a 2 testeurs, ils arrivent à écrire des tests de cette façon-là, il n'y a pas de souci. Vous avez des plugins qui permettent aussi de faciliter l'écriture de ces tests-là. Alors, je vais vous prendre un test en anglais parce que je n'ai pas paramétré en français comme il faut. Alors, où est-ce qu'elle est ma phrase? Alors, si je mets un... Ah, alors il n'arrive pas à le faire. Ah, zut. Normalement, il y a des choses qui doivent arriver. Alors, je vais attendre parce que peut-être il attend. Bon, alors ça fonctionne pas là. Peut-être que il met un peu de temps à lancer son. Ah oui, mais je suis pas dans le bon répertoire. C'est moi qui suis pas dans le bon répertoire en fait, parce que il faudrait que j'ouvre une autre fenêtre. Comme je suis dans un répertoire racine au-dessus, ça pose quelques problèmes. Alors, bon, il faut que j'aille ouvrir directement le projet. Alors, tac, 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 tac.
Meetup Burger Store, voilà, c'est celui-là qu'il faut que j'ouvre. Voilà. Alors, on va reprendre le test ici, le temps que ça arrive. Ah, comme j'ai plein de trucs qui tournent en ce moment, alors, pour préparer la suite. Alors, normalement, ça devrait fonctionner. Ah, ben non. Ah, il faut un petit peu de temps encore. Bon, en principe, je ne vais pas trop insister dessus, mais normalement, vous avez effectivement les phrases qui sont suggérées par rapport à tout ce qu'il connaît, en fait, ce Cucumber. Donc, vous êtes guidé aussi. Alors, le plugin, il s'appelle, je vais vous le donner pour information. Ouais, c'est un peu long le réseau. C'est celui-ci. Voilà. Donc, pour installer celui-ci sur VS Code, vous avez quelque chose de similaire sur IntelliJ. Et donc, ça vous permet, effectivement, avec quelques paramétrages. Alors, vous avez un petit exemple ici, ça va assez vite, mais en paramétrant un petit peu le plugin comme il faut, vous avez de la suggestion presque en automatique. Voilà, pour aller voir dessus. Et donc, par rapport à ça, vous avez pour le Gherkin, en tout cas pour le plugin VS Code et pour Cypress, vous avez deux méthodes pour rédiger vos tests et surtout pour vos step definition, donc les fameuses phrases given when then. Vous avez deux options pour ça. Alors, qui sont? Donc, par défaut, vous avez dans Cypress un répertoire qui s'appelle support. Voilà. Alors, aujourd'hui, en tout cas, par défaut, vos step definition doivent être ici, dans un sous-répertoire de votre support qui s'appelle step definition. Vous mettez vos différentes mots-clés, votre code de vos mots-clés, dans un ou plusieurs fichiers, hein, tout dépend comment vous voulez organiser. Mais voilà, vous pouvez faire comme ça, et donc par défaut, Cypress, quand il va lancer son code Cucumber, il va interroger ces trois fichiers, il va les combiner, enfin, voilà. Vous avez cette solution-là, qui est, elle, par défaut. Vous avez une autre solution qui, elle, à mon sens, serait un peu plus... Alors, pas compliquée, mais un petit peu plus contraignante, qui est de... Alors, vous avez ici un sous-répertoire qui s'appelle créer commande en anglais, qui correspond à ce test-là. Donc, ce qui veut dire que pour chacun des tests que vous allez écrire dans ce répertoire-là, il faudra que vous ayez un sous-répertoire qui porte le même nom, et dedans, un autre fichier en JavaScript ou en TypeScript, tout dépend comment vous avez paramétré, qui fasse référence à ce fameux test. Donc, ce qui veut dire qu'il faut avoir autant de sous-répertoires que vous avez de tests. Donc, ça peut paraître un peu compliqué, surtout que vous avez des tests qui vont peut-être utiliser les mêmes fonctions, moins pratiques pour la factorisation. Voilà. Donc ici, c'est possible. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer, donc voilà, par rapport à Cypress, ici, donc, vous avez différents tests. Alors, par exemple, si je le lance, voilà ce que ça va donner. Donc, ça s'ouvre, ça démarre, etc. Alors, de temps en temps, les premiers tests mettent un petit peu de temps à se lancer. Voilà, donc vous voyez, alors on voit les parties de gauche, donc toute la timeline historique, etc. On peut remonter le fil, un petit peu le fil du temps, comme ça. Bon, là, il a planté un peu, c'est pas grave. Ça fait partie des tests. Donc, voilà, on peut remonter, on peut voir par où il est passé. Voilà, donc là, je suis passé ici, donc il a vérifié le titre, par exemple, etc. etc. Donc là, vous voyez, c'est du français hein, dans l'historique. Donc voilà. Voilà comment ça fonctionne. On peut pointer ici, on peut inspecter les éléments, etc. etc. Voilà. Bon, après, à découvrir, mais voilà comment ça fonctionne.
pour cette partie-là. Donc JS, feature, c'est la même chose, hein, vous aurez exactement le même fonctionnement, sauf que c'est pas le même langage après derrière. Ce que je voulais vous montrer également, c'est une partie réseau. Donc on peut moquer certaines données et on peut aussi faire du stub, c'est-à-dire on peut intercepter les requêtes et changer le statut d'une requête par exemple. Donc si une requête retourne un statut 200, on peut la changer en statut 500 par exemple pour simuler une erreur réseau ou une erreur serveur, etc. etc. Alors ici, bon, j'ai des tests qui vont aller assez rapidement puisque c'est du local, mais je vais vous remontrer dans l'historique. Voilà. Donc là, on vérifie que le site il est bien en ligne, etc. Ici, donc, là, j'ai simulé des lenteurs réseau, mais bon, comme je suis en local, pas très... voilà. Ici, on simule une erreur serveur. Donc ici, on voit bien que j'ai un 500 ici, qui est renvoyé par ma requête, enfin, en tout cas qui est intercepté. Et donc, on peut contrôler comme ça des différentes choses qui peuvent être mises en place. Alors, sur ce site-là, il n'y a pas de page erreur 500 qui sont gérées, etc. Mais on peut très bien gérer des choses différentes. Ici, par exemple, c'est une simulation d'une erreur réseau. Voilà. Bon, alors, j'ai encore la copie d'écran du test précédent, hein, qui est à droite, là. Mais on a bien une simulation d'une erreur réseau ici. Et le dernier, donc j'ai fait un mock des différentes données qui sont normalement renvoyées par le service. Donc là, du coup, j'ai des choses qui sont complètement différentes. Alors, si je vais voir, effectivement, j'ai beaucoup plus de commandes ici, puisque j'ai utilisé un fichier JSON, ça s'appelle une fixture dans Cypress, et qui permet de changer les données de certaines valeurs, de certains champs, etc. Voilà, ce que je vous remontre. Là, il n'y avait que 4 commandes de base. Et là, j'en ai 14. Donc ce fichier-là, la fixture, je vais vous montrer le code. Et puis après, je vais changer d'application. Alors, hop, voilà. Donc ici, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. La simulation d'une lenteur réseau ici. Voilà, avec des paramètres particuliers. Le statut code qui est renvoyé, avec l'erreur 500, ici. Donc on va le changer, on va le récupérer. Donc le force network error, par exemple. Voilà. Et ici, donc, comme je vous disais, ma fixture avec des données qui sont moquées. Alors la fixture, elle est dans le répertoire ici, voilà. Et donc c'est toute ma partie de JSON que je récupère et que j'intègre. Et donc mes données sont remplacées complètement par celle-ci. Voilà pour cette partie-là. Alors je vais changer, je vais passer à une autre application, cette fois-ci. Alors, il faut que je déplace ça. Tac, donc là, hop, on va l'arrêter. Celui-là, on va l'arrêter. OK. Alors, on va passer à l'autre application. Du coup, je vais vous montrer ici les tests de composants. Voilà, les tests mobiles. Alors, ce que je vais vous montrer avant aussi, où est-ce qu'elle est l'application? Elle est là. Alors, ça, je vais le fermer. Vidéo. Alors, j'espère, je sais si ça va fonctionner avec une vidéo dans une vidéo. On va bien voir. Alors, je vais changer iPhone. Alors, ce que je vais vous montrer, donc là, vous voyez mon téléphone, j'imagine, enfin, j'espère en tout cas. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc, l'application, c'est celle-ci, là. Voilà, que je suis en train de... Donc, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, c'est une application sur mon téléphone. C'est une vraie application, hein, mobile. Donc, c'est une application de conférence. Donc, voilà, avec différentes conférences qui sont déjà prédéfinies, avec des agendas, etc., des speakers, etc., etc. Donc ça, c'est une vraie application. Voilà. Alors, je vais vous la montrer avec... Alors, il est en train de compiler.
Donc, je vais vous la montrer. Alors, je vais changer de répertoire ici. Tac. Donc, c'est... voilà. Je vais aller trop loin. C'est donc celle-ci. Alors là, on combine donc du Cypress avec de l'Ionic Framework et avec du Vue.js. Alors, pareil, donc l'application, c'est la même chose puisque j'ai arrêté l'autre. Alors que ça s'affiche, je vais mettre le mode inspecté. Vous voyez que ça ressemble. Hein. Voilà. Et donc, si je mets en mode mobile, vous voyez qu'on arrive dans la même chose. Et donc là, je suis sur mon ordinateur, mon PC, voilà, avec l'appli Vue.js et donc du Ionic Framework. Alors, je vais pouvoir lancer donc mon Cypress test de composants. Ah oui, je suis encore dans le burger là. Voilà. Donc j'ai des tests aussi qui fonctionnent avec cette application-là en mode mobile, en mode web. Je peux faire les deux. L'application est designée pour les deux, à la fois pour le web, le mobile, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on fait d'une pierre deux coups en fait avec ce type d'application. Alors, est-ce qu'il est lancé? Ouais, je crois qu'il met un petit peu de temps aussi. Donc là, je vais vous montrer. Alors, j'ai un composant que j'ai intégré dans la partie Vue.js. Donc, je l'ai intégré ici, puisque les sources sont là. Donc, tu as toute la partie Vue.js qui est là. Donc, j'ai une partie de composant qui est là. Voilà, donc j'ai une forme. Alors, j'ai mon cas de test de formulaire. Mon cas de test de formulaire et d'autres formulaires un petit peu voilà, basiques. Alors, ça va s'afficher. Voilà, donc là, j'ai effectivement mes 3 fichiers de test. Voilà. Donc, si je vous lance celui-ci, par exemple, formulaire d'ajout de personnes dans une liste, voilà ce que ça peut donner. Voilà, tout simplement, on peut tester un composant comme ceci. On peut faire du test unitaire aussi, hein, donc, comme je disais, donc c'est une possibilité. Il faut juste activer la fonction de test de composant. Voilà, et on a pratiquement la même chose que les tests que je vous ai montrés avant. Vous voyez, si je me positionne ici, je peux voir que j'ai bien cliqué effectivement sur le bouton, le before, le after, et ce que ça fait. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous montrer, effectivement, avec ça. Donc on peut faire pas mal de choses en combinant différentes applications, et ça peut être intéressant pour des personnes qui cherchent à tester des composants avant de les mettre en développement, en prod, etc. Ça permet Alors on peut faire du mock aussi, hein, de la même façon que les autres tests. Voilà comment c'est activé. Donc tout ceci, alors vous avez des fonctions Ionic Framework qui vous permettent donc de créer les outils, entre guillemets, pour que ça puisse être intégré soit dans Xcode pour les applications mobiles iOS, Apple, soit dans Android Studio, par exemple. Donc, vous avez des fonctions, vous pouvez taper Ionic Capacitor, add iOS, par exemple, ou add Android. Ça va vous créer un répertoire qui va s'appeler soit iOS ou Android. Et si vous lancez une commande qui s'appelle Ionic Capacitor Open iOS, ça va vous ouvrir votre Xcode, ou si vous faites voilà, Android, ça vous ouvrira votre Android Studio. Voilà pour cette partie-là. Dernière partie. Alors, dernière partie qui concerne donc Squash. Alors là, j'ai un petit projet tout simple qui s'appelle Squash Test. Et donc, je vais aller dans Squash. Je tape trop vite. 2.80-90. Il ne faisait pas ça, en plus. Squash. Alors, est-ce qu'il démarrait au moins mon Docker. Normalement, il doit être démarré. Yes, il est démarré. Donc, j'ai plusieurs... j'ai la base de données, le Squash, etc. L'URL n'est pas bonne. Il n'y a pas localhost là.
en LCC à Lost. Attends, je l'ai sur un autre. Où est-ce qu'il est mon truc là? Un micro. Non, je ne sais pas dans le truc. Ah, pour y arriver. Oh, putain. 90, squash. On va y arriver. Alors, il tourne, il n'est pas très rapide. Voilà, on y arrive. Alors, squash. Donc déjà, la mire de connexion, elle a changé. Qu'est-ce que j'ai mis? Je crée plusieurs utilisateurs, mais voilà. Ouais, en local, c'est un peu loin. Alors, on va y arriver. Donc, du coup, je vais vous montrer aussi ce que ça donne dans l'orchestrator, ici, dans les logs. Avec la vidéo et tout, ouais, c'est un peu long. Donc les logs, alors, voilà, alors il y a tout le, ça c'est l'agent, en fait que toutes les lignes ici en mauve. Donc il y a un agent qui tourne sur une machine Docker sur lequel j'ai installé Cypress. Voilà, alors on est donc dans les cas de test. J'espère que ça va mettre un peu moins de temps quand même. Voilà, donc la partie automne, pour être simple. Alors, squash test ici. Si je clique sur les bonnes trucs, ça ira mieux. Voilà, donc j'ai plusieurs types de tests. Bon, j'en ai mis quelques-uns, j'ai pas tout mis. Voilà, donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans les copies d'écran. Vous avez une partie automatisation. Alors, quand vous avez fait le paramétrage dans Squash d'un projet qui est relié à un orchestrator, vous avez ce type d'information-là. Vous avez ce pavé-là. Alors, vous pouvez mettre effectivement différentes technologies de test. Voilà. Alors, certaines sont plutôt en mode premium avec Squash et d'autres sont plutôt en mode gratuite. Vous voyez, donc vous avez différentes choses, différents frameworks. Hop là, voilà. Donc ici, vous avez effectivement un Cypress, vous avez le GitHub qui est associé, et puis le test qui est associé. Donc ça, c'est pour la partie cas de test. Et ensuite, vous avez donc le plan de test, un plan de test classique, Squash en tout cas. Donc là, c'est la fameuse vue le dashboard, etc. Là, c'est pareil, j'ai mis que quelques cas de test. Voilà, j'en ai mis que 2. Donc vous avez le mode, le petit robot qui est ici. Et puis les fonctions habituelles de l'automatisation avec les lancements automatiques, les relancements, etc. Et le lancement pour un cas de test. Voilà. Ensuite, vous avez ici les résultats de test. Alors certains sont KO, bloqués, en fait, c'est en fonction de certains tests que j'ai faits. Voilà. Et vous avez le rapport de test qui remonte avec sous différentes formes. Hein. Voilà, vous avez de l'allure, vous avez de l'XML, donc ça peut être interprété par un autre outil. Hop, on va le fermer. Voilà. Alors, je vais essayer d'en lancer un pour voir exécution automatique. Donc là, je vais voir une pop-in qui va apparaître avec mon cas de test. Alors, aujourd'hui, dans la version actuelle, cette partie-là, je pense qu'elle va être un petit peu améliorée au fil du temps. Parce que ici, ça ne me liste que le test ou les tests qui vont être exécutés. Je n'ai pas le statut de retour à ce niveau-là. Donc peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, en fait, ça fonctionne comme ça. Donc ça, je vais le fermer. Et donc, alors voilà, donc là, il y a tout qui s'est lancé. Alors, il y a plein de logs hein, dans mon orchestrator. Alors, il va faire du clone. Voilà, on le voit. Alors ici, avec des UUID. Voilà. Et puis, normalement, on va le voir passer... on va le voir passer le résultat de test en mode console de Cypress. Alors des fois ça va vite,
On ne le voit pas toujours, mais voilà. Et après, on va avoir le retour du résultat de test dans Squash. Alors, en attendant que ça tourne, je peux vous montrer ce que ça peut donner. Un résultat de test, j'en ai téléchargé quelques-uns. Donc voilà, des tests. Celui-là était KO, par exemple. Donc c'est du XML. Donc vous avez chaque step qui est indiqué ici avec des temps global, voilà, avec des temps de chacun des steps. Voilà, vous avez l'erreur qui est remontée ici. Voilà, du classique Cypress. Hein. Et quand tout se passe bien, voilà, vous avez ce type de choses, de fichiers XML. Alors, où est-ce qu'il en est rendu? Il n'a pas fini encore. C'est un petit peu long, mais... Enfin, vous voyez le principe, ça fonctionne comme ça. On peut relier les deux. Alors, il y a un avantage à ça, c'est que lorsque vous avez beaucoup de tests, ça vous évite de lancer tout un ensemble de tests qui va durer peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe. Alors, quand vous avez une fonction, juste une fonction qui a été modifiée, par exemple, bah, dans Squash, vous faites votre périmètre de test, vous faites votre campagne de test spécifique sur cette fonctionnalité-là, sur les impacts de cette fonctionnalité-là, et vous lancez que ce qui est impacté. Donc ça peut être un des avantages. Voilà. On va attendre encore allez, quelques secondes. Et puis, de toute façon, vous avez vu le résultat de test qui va remonter dans Squash. Normalement, ouais, il n'est pas encore passé, mais voilà. Alors voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, quelque chose qui est un peu plus poussé que du test classique, du développement, d'automatisation classique. Ah, voilà, on l'a vu passer. Alors je vais enlever ça. Vous voyez, alors c'est pas forcément très bien formaté, mais vous avez le résultat de test de la console Cypress qui vient en retour. Voilà. Ici, alors là, c'est All Spec Past. Voilà. C'est, ouais. Bon, à chaque fois, c'est mon agent qui remonte des choses. Donc, il remonte le rapport également. Voilà, donc on va le voir arriver après dans Squash sous peu. Voilà, donc il faut configurer un petit peu tout, l'orchestrator, la machine sur laquelle vous avez votre framework de test, et Squash, voilà, il y a quelques petites configurations à faire, mais ça fonctionne. Il y a l'agent qui tourne encore, hein, voilà, on ne devrait pas être trop mal. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il l'a récupéré ou pas? Voilà, il l'a récupéré. On est bon. On est bon. Voilà ce que je voulais vous montrer. Eh bien, on va passer, si vous avez quelques questions sur ce que je vous ai montré. Voilà. N'hésitez pas. Alors, c'est qu'une partie, hein, effectivement, de Cypress, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à voir. Il y avait une question qui était en ligne. Serait-il possible d'avoir le code de ces exemples sur GitHub pour fork et s'initier avec Cypress? Oui, alors, j'ai effectivement ces deux projets-là qui sont sur mon GitHub à moi, mon GitHub personnel. Je pourrais vous le partager, effectivement. Alors, je l'avais montré un tout petit peu dans... Je l'avais montré un tout petit Ils peu... l'ont trouvé, finalement. Ah, vous avez trouvé, très bien. Voilà. Il y avait une autre question qui était Cypress V9 versus Cypress V3 en termes d'architecture. Cypress V1, c'est ça? VS... V9 versus V3. V9 C'est ce que j'ai décrit. C'est Nesrin. V9. Il n'y a pas de V9, il y a une version... Aujourd'hui, ça s'arrête à la 1.
À 1.20 et quelque chose, 26, 28, je crois, de mémoire. Mais après, ça passe à la version 2. Aujourd'hui, on est à la version 3 de Squash. Dans un mois et demi, je crois, il y aura la version 4 qui va intégrer des éléments Rebonjour. complémentaires GitLab. Puisque Squash Enix maintenant travaille avec GitLab pour intégrer un maximum de choses. Donc je vois version 9, ça me dit rien la version 9, mais On parle de ça. Et la question après, c'était Cypress est-il synchrone ou asynchrone? on peut faire un peu des deux. On peut faire de l'asynchrone, du synchrone, on peut faire un peu des deux, effectivement. Alors, on peut faire de l'asynchrone. Alors, il faut bien essayer d'enchaîner les événements. Parce que quelquefois, on peut avoir une fonction qui va appeler ou qui va aller chercher un élément de la page et une autre fonction qui est juste derrière. Et si votre site web ne répond pas forcément dans les temps, s'il y a un peu de latence, vous risquez effectivement d'avoir votre fonction suivante qui va s'exécuter un petit peu en même temps que la précédente. Donc il faut essayer de juger tout ça, mais vous pouvez faire du synchrone ou de l'asynchrone. Si vous mettez une console de log, par exemple, vous l'aurez tout à la fin. En dernier, elle va être exécutée en dernier. Si vous avez une erreur avant, par exemple, vous mettez une fonction qui va aller rechercher un élément de votre page, vous mettez votre console juste après pour essayer de récupérer un élément de cet élément, et vous mettrez une autre fonction derrière. Et si vous plantez sur le premier, vous n'aurez pas votre console. Donc, pas d'autres questions pour l'instant? Vous avez tout compris. En tout cas, si vous avez des questions. Du coup, Oui. Fluent et tout ça, par rapport à Cypress, ça a encore des avantages ou... Ah, pardon, j'ai pas entendu le début de la question. Fluent Selenium, par rapport à Cypress, ça a encore des avantages ou c'est juste parce que c'est là, par exemple, là, c'était de l'Angular. Voilà, c'est plus parce que Cypress, historiquement, c'est lié à Angular ou... Alors, c'est plus basé, effectivement, sur du Node.js. Alors, on peut le coder, ces tests en JavaScript ou en TypeScript. Alors, l'avantage et l'inconvénient, il y en a plusieurs. Après, tout dépend de la technologie ou de la stack qui est en place, effectivement, chez peut-être les clients. Si vous avez du Java ou un autre langage de développement, Cypress sera peut-être pas forcément adapté, puisqu'il faudra effectivement que les développeurs apprendre un autre langage qui n'est pas forcément celui qui est développé au sein de la stack. Donc ça peut être un inconvénient. Après, dans les avantages, il peut y avoir effectivement que les testeurs qui vont éventuellement l'utiliser ne seront pas forcément familiers avec du Selenium. Et donc, ils préféreront peut-être avoir une interface utilisateur qui leur permette de lancer des tests très simplement. Le VS Code n'est pas très, très compliqué à utiliser. Il faut juste un petit peu de temps d'explication pour rédiger les cas de test. Et voilà, ça peut être l'avantage par contre de personnes qui connaissent pas forcément le développement. Voilà. Chacun des frameworks a des avantages et des inconvénients. Celui-ci, vous pouvez faire, alors pas que du test en JavaScript, en TypeScript, etc., ou en Cucumber, etc. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez faire aussi du test de composants, vous pouvez faire du test visuel aussi, avec des intégrations de plugins spécifiques. Vous pouvez faire du test mobile, comme je vous l'ai montré un tout petit peu là, avec une application en Vue.js. Voilà, après, il faut trouver un peu les avantages et ce que ça peut apporter à votre équipe, en fait, et en fonction du public que vous avez derrière. Si ce sont que des développeurs et sur une techno bien précise, peut-être que ce n'est pas forcément l'outil idéal, au final. Il faut juste un petit peu analyser l'existant
et puis faire un POC, tout simplement. Pourquoi pas faire un POC dans une équipe, savoir quel framework on préfère, tout simplement. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Avec le test composant par Cypress, est-ce que cela rend d'autres frameworks de test comme Jest obsolètes? Non, alors c'est vrai qu'il est très utilisé, Jest aussi. Il y a Puppeteer aussi qui est très utilisé. Non, pas forcément. Non, non. Tout dépend un petit peu jusqu'à quel niveau on veut aller au niveau du test. Alors, si on veut être complet, faire une panoplie assez large du test, Jest pourra peut-être pas forcément tout faire, mais vous pouvez très bien utiliser Jest, il n'y a pas de souci. C'est toujours pareil, qui va lancer les tests? Est-ce que vos testeurs sont capables de le faire? Est-ce qu'ils veulent le faire? Non, ça reste toujours valable. Effectivement, c'est très utilisé. C'est vrai que Cypress a tendance aujourd'hui à regrouper beaucoup de choses et couvre un spectre assez large au niveau de ce qu'on peut faire au niveau des tests. Ça peut couvrir aussi un petit peu, alors entre guillemets, les tests de performance. Je parle de performance, pas de tests de charge, puisqu'on a effectivement les temps de chacun des tests. On a les temps au step de chacun des tests, par exemple. Donc on peut couvrir aussi un tout petit peu cette partie-là, à voir comment vous pouvez l'implémenter. Vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser des dashboards Cypress, il y a des solutions qui existent. Il y a des rapports de test autres qui existent, vous pouvez faire votre propre rapport de test. Enfin, il y a plein de choses qui existent, mais effectivement, alors après, tout dépend de la volonté de l'équipe de mettre en place un tel outil. Pareil, si vous avez du temps, alors pas non plus un temps infini, mais si vous voulez faire des choses un peu plus visuelles, qui soient compréhensibles, qui soient utilisables par tous, c'est vrai que Cypress c'est peut-être un peu plus la solution, mais à voir jusqu'où effectivement vous voulez aller dans vos tests. Voilà, Cypress remplacera peut-être pas forcément Jest ou d'autres, ou Puppeteer, mais tout dépend jusqu'où on veut aller en fait. Ça dépend de la volonté de l'équipe, de votre dirigeant, etc. etc. Je prends un exemple, sur le client sur lequel je suis, effectivement, il voulait plutôt insister sur les tests automatisés. Les développeurs, en tout cas certains développeurs avaient mis du Puppeteer de base. Et puis la volonté aussi, c'était que les testeurs puissent écrire eux-mêmes leurs tests. Du coup, j'ai présenté plusieurs types de frameworks et on est plutôt parti sur cette solution-là parce qu'effectivement, il y avait une interface que les testeurs pouvaient l'utiliser assez simplement. Ils pouvaient rédiger en Cucumber et on est parti là-dessus, en fait. La stack correspondait à ce qui était existant. Il y a de l'Angular. Il n'y a pas de code qui diffère. Enfin, voilà, même les développeurs peuvent intégrer des choses avec Cypress, etc. Donc, du coup, c'est vrai que ça collait plutôt bien. Mais voilà, ça dépend de ce que l'on souhaite faire, en fait. Et jusqu'où on veut aller. C'est un peu vague comme réponse, mais tout dépend du projet, en fait, un peu, et de la volonté des personnes. Voilà. Oui. Il y a une dernière question. Ouais. Cypress est-il plus adapté aux tests d'intégration et système par rapport à Robot Framework? Alors, si vous utilisez du Cucumber, ouais, je dirais oui, globalement. Puisque vous pouvez plutôt facilement mettre n'importe qui dessus. Oui, par rapport à Robot Framework. Alors, peut-être plus difficile à appréhender, Robot Framework, comme ça, de première impression. L'installation est peut-être moins simple. Il y a sans doute des librairies installées, certainement, enfin voilà. Peut-être moins simple à appréhender. Encore que, on peut l'utiliser avec du Selenium.
Alors après, je dirais qu'il faut avoir un peu plus de notions quand même avec du Robot Framework qu'avec du Cypress. En termes d'installation, c'est plus complexe, le Robot Framework, que le Cypress. Voilà, après, tout dépend. Alors, l'application, effectivement, sur laquelle vous allez travailler, est-ce que c'est du web? Est-ce que c'est autre chose que du web? Cypress est plutôt centré sur du web, hein, de base. Donc, du coup, on reste dans ce domaine-là. Alors que Robot Framework vise plus large. Voilà, on peut faire avec du RPA, etc. On peut taper aussi sur des AS400 avec du Robot Framework. On peut faire plein de choses. On peut faire du test visuel aussi avec du Robot Framework. Voilà un petit peu les différences que je dirais. Très, très populaire aussi, Robot Framework. Donc, les différences, voilà, elles sont là en fait. Installation, plus compliqué, Robot Framework, plus simple, Cypress. Limité, plutôt limité web, Cypress, plus large, côté Robot Framework. Donc du coup, ça vous laisse plus d'opportunités pour tester d'autres choses. Voilà. Je dirais c'est ça les différences en fait. Voilà. Donc je vous remercie d'être venu, d'avoir assisté à cette présentation. Je vais remettre juste le petit diapo, si vous voulez avoir les contacts. Si vous avez d'autres questions plus tard, on ne sait jamais, pendant la nuit. Voilà. Donc je vous remercie d'être passé, d'être resté, et pour vos questions également. Alors, une dernière petite chose avant de fermer cette présentation. Donc nous avons un prochain meet-up, donc Meetup by UNUP également, qui se déroulera le 16 juin, qui sera animé par Laurent, pardon, Laurent. Et donc le sujet, ce sera un framework d'automatisation sain et pérenne. Voilà. Donc c'était le mot de la fin. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé. Et peut-être à une prochaine fois. Voilà. Et peut-être au 16 juin. Merci beaucoup.